Vivre avec l'endométriose, c'est une saloperie. Moi, ça a gâché ma vie. Fils du sang, c'est pas, on va pas en parler comme si c'était une déesse grecque, l'endométriose. Tu vois. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Moi, ce que je voudrais reprendre avec toi, ce sont les bases de l'endométriose. Parce que les personnes qui nous écoutent ne savent pas forcément ce que c'est que cette maladie, qui ça touche, comment ça les touche et comment ça peut se soigner. Il y a un chiffre que je voudrais te donner d'abord, c'est que ça touche une femme sur 10, ce qui est quand même énorme. Énorme. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi en 2024, en fait, il y a encore des médecins qui ne savent pas la déceler. Il y a encore des femmes qui ne savent pas ce que c'est. En fait, pourquoi, tu vois? Qu'est-ce que c'est? Quelle est ta définition de l'endométriose? Alors, il y a beaucoup de questions. Donc, d'abord, pour répondre juste à ta question, pourquoi est-ce qu'on ne sait pas encore vraiment ce que c'est? Parce qu'il y a autant d'endométriose que de femmes. Donc, c'est très compliqué, effectivement, même quand on la diagnostique, à avoir vraiment les bonnes astuces, en fait, pour tenter de vivre avec, parce que c'est vraiment multiple. Après, c'est une maladie de femme, c'est une maladie qui touche les règles. Donc, forcément, pendant très, très longtemps, ça n'a pas intéressé grand monde, parce qu'une femme qui a mal pendant qu'elle a ses règles, on trouvait ça normal. Genre une femme qui a mal tout court. Voilà, on trouve ça assez normal et on s'en moque. Et là, on te le dit, c'est-à-dire que ce n'est pas normal d'avoir mal pendant ses règles. Pas à ce point. Alors, maintenant, pour parler de l'endométriose précisément. D'abord, c'est quoi l'endométriose? L'endométriose, c'est autour de l'utérus, il y a une petite membrane qui s'appelle l'endomètre. Quand on a ses règles, cette petite membrane, elle se liquéfie et c'est ça qui donne le sang des règles. Quand on a de l'endométriose, cette petite membrane, elle ne se liquéfie pas, elle devient un peu comme de la glu. Et en fait, cette petite glu, elle se décompose et elle se colle sur des organes qui ne sont pas forcément en lien avec les règles. Donc, elle peut se coller sur la vessie, elle peut se coller dans les ligaments utérosacrés, elle peut se coller évidemment sur l'utérus, elle peut se coller même jusqu'au poumon. Oui, c'est ce que j'ai entendu, c'est ça que je ne comprends pas. Jusqu'au cerveau. Ça peut remonter jusqu'en haut, en fait. Cette petite glu, elle se balade dans le corps. Et donc, du coup, cette petite glu qui n'est pas au bon endroit, puisque c'est une petite glu qui est censée rester au niveau de l'utérus, quand on a nos règles, ça fait mal. Ça fait mal, mais vraiment à s'évanouir. Sur l'échelle de la douleur de 1 à 10. Sur 1 à 10, on est à 16, clairement. Et donc, cette petite glu dont je parle, comme elle se colle sur d'autres organes, c'est tout le corps, du coup, qui a mal. Donc, il n'y a pas de raison que cette petite glu, comme je dis, ne provoque pas des douleurs sur les autres organes qu'elle colle, justement. Et donc, ça provoque des diarrhées hallucinantes, des douleurs. Alors, pour vous dire, ça c'est un peu pour les plus âgés, c'est les mêmes douleurs que quand on accouche sans péridurale. Donc, nous, c'est ce qu'on vit. Alors, on peut le vivre que pendant les règles, mais on peut le vivre aussi avant et après. Ça dépend du stade. Il y a combien de stades? Alors, il y a 4 stades. Le 4e, par exemple, on parle d'endométriose profonde. Et alors, ça ne veut rien dire, parce qu'on peut avoir une endométriose profonde, c'est pour ça que je te disais, il y a autant d'endométriose que femmes. On peut avoir une endométriose profonde, stade 4, et pour autant ne pas avoir mal. Et on peut avoir une endométriose qu'on appelle superficielle, et avoir hyper mal. Ça dépend des femmes. Et donc, on peut ne jamais savoir qu'on a l'endométriose. C'est-à-dire n'avoir aucun symptôme, en tout cas, pas de douleur. Alors, on peut, c'est plutôt rare, on va l'admettre, mais on peut. Effectivement, c'est complètement possible. On peut vivre comme ça toute une vie avec une endométriose qui se balade dans le corps et ne pas le savoir. Et puis, alors, quand même, quand on a des règles très, très, très abondantes, ce qu'on appelle des règles hémorragiques, là, c'est quand même un signe. Quand on a hyper mal, c'est-à-dire qu'on a beau prendre les médicaments, je pense au Spasfon de base, même des antalgiques et que ça marche pas très bien, ça aussi c'est qu'il y a un petit truc qui cloche, vraiment, c'est que ça va pas. Quand on s'évanouit, quand on a des suées pas possibles, vraiment quand on peut même pas marcher quasiment. Moi, je sais que ça me provoque des douleurs dans les jambes à tel point que je ne peux même pas marcher, j'ai besoin d'une canne. Quand on passe des heures aux toilettes à ramper, bref, ça, c'est que ça va pas. C'est pas normal d'avoir mal à ce point, d'avoir mal pendant ses règles, d'accord, mais vraiment à s'évanouir, ça, c'est pas normal. Et justement, quand on va voir les médecins, qu'on décrit ce type de symptômes, c'est là où je comprends pas pourquoi est-ce qu'encore aujourd'hui, on n'arrive pas, en tout cas, ne serait-ce qu'à envoyer chez un autre médecin qui serait spécialiste du sujet. Pourquoi est-ce que, tu vois, il y a un truc tabou autour de... C'est parce que c'est une maladie de femme? C'est une maladie de femme, c'est une maladie, et puis c'est aussi une maladie, le cours, par exemple, sur l'endométriose, dans les facultés de médecine. Ah, t'en as quand même des cours. Oui, mais pendant très, très longtemps, c'était une petite heure par-ci, une petite heure par-là. C'était pas un cours obligatoire. Donc, les jeunes étudiants ils dispensaient un peu de ce cours. Donc, ils ne connaissaient pas vraiment grand-chose. Et puis, encore une fois, comme tu l'as très justement dit, c'était une maladie de femme, donc on ne s'y connaissait pas trop. Et puis, c'est aussi une maladie qui est très difficile à voir aussi au niveau de l'imagerie. Par exemple, quand on peut faire une échographie,
et ne pas voir l'endométriose. Donc, c'était pas non plus pendant longtemps complètement de leur faute. C'est plutôt les radiologues qu'il a fallu former. D'accord. Et en fait, on se rend compte que c'est surtout grâce à l'IRM qu'on peut voir l'endométriose. Qui est une échographie beaucoup plus profonde. Voilà, en gros, c'est ça. Donc là, effectivement, on a manqué d'outils aussi pendant très, très longtemps. C'est une maladie qui peut se cacher, quoi. Pendant longtemps, on a manqué vraiment de savoir. Donc, l'idée aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est la formation des radiologues, la formation des médecins, pour qu'effectivement le diagnostic tombe plus rapidement, parce que encore aujourd'hui, même si on en parle beaucoup, donc on a l'impression comme ça que maintenant tout le monde sait ce que c'est. Mais non, on met encore entre 5 et 7 ans à diagnostiquer l'endométriose. C'est dingue. Parce qu'encore une fois, c'est aussi une maladie compliquée, attention, à déceler, je t'ai dit, à voir, à repérer. Et alors, je crois que le travail d'information, de sensibilisation, il est fait. Ouais, grâce à toi notamment, c'est chouette, mais c'est vrai. Pas toute seule, mais c'est vrai qu'on est quelques personnalités. Je pense à ma copine Laurie, à Imani, à avoir un peu effectivement bousculé un peu le dialogue. Et puis aussi d'en parler, parce qu'on en parlait de manière un peu lisse, d'en parler de manière un peu trash, parce que cette maladie, elle est quand même un peu trash. Hein. Oui, toi, tu manques pas d'ailleurs de le dire sur Instagram quand tu as des symptômes qui t'as mal. On se pisse du sang, on va pas en parler comme si c'était une déesse grecque, l'endométriose. Tu vois, c'était un peu le nom. Mais ni l'odeur, ni... voilà. Donc, il fallait en parler telle qu'elle est, cette maladie. Et puis, les associations ont fait un travail, des associations de sensibilisation, comme Info Endométriose, des associations de patientes, comme Endo France, il y en a plein. On fait un travail colossal. C'est d'ailleurs que grâce aux associations que le chemin vraiment a été emprunté et que le message a été reçu, parce qu'on n'a pas tellement été aidé par le gouvernement. Hein. Alors, c'est ce que je voulais justement en venir, parce que c'est un sujet qui est éminemment politique. Il y a 2 ans, donc attends un peu plus, mais 2 ans, en 2022, Macron a dit que il ferait quelque chose sur l'endométriose, il allait bouger sur ce sujet. Est-ce qu'il y a des choses qui ont réellement bougé depuis ? Ça a mis du temps. Hein. Il nous a beaucoup baladé au début. Ça a mis du temps, mais ça y est, on a les sous, on a le chèque pour la recherche. Parce qu'en fait, c'est ça qui manquait. Donc, il y a la formation des médecins, on l'a dit, la sensibilisation, on l'a dit aussi, mais la recherche, parce qu'il y avait zéro, j'allais dire franc, je suis si vieille, 0 € pour la recherche. S'il n'y a pas de en fait, tu aurais pu dire franc, parce que je pense que ça existait à l'époque des francs déjà. Oui, déjà. Et même des sesterces, ma bonne dame. Donc en fait, tant qu'il n'y avait pas d'argent, on pouvait pas commencer à bosser. Mais Enora, pourquoi il n'y avait pas d'argent en fait ? Parce pourquoi il y avait d'argent. Mais en fait, je comprends pas. En fait, il y a un humain sur 2 est une femme. Donc en fait, pourquoi on s'est habitué depuis des années à dire ah ouais, on a mal, mais c'est normal, on va rien dire. Mais parce que ma chérie, quand les femmes sont sous-payées, elles la ferment. Quand elles se font violenter par l'enconjoint, elles la ferment, etc., etc. C'est-à-dire que tout ce qui est inhérent à la souffrance de la femme est de toute façon mise sous le tapis depuis la nuit des temps. Donc l'endométriose fait partie, de cette grande tradition des femmes silenciées, quoi. C'est pas vraiment très étonnant. Et encore une fois, comme c'est quelque chose d'un peu ragoûtant, puisque ça touche au sexe de la femme et au sang des règles, vraiment, c'est pas du tout un sujet dont on avait envie de s'emparer. Et puis parce que pendant très très longtemps aussi, les médias étaient quand même aux mains des hommes, donc c'est pas des sujets qui sont très concernants pour les hommes. Et heureusement, les choses changent. Mais mieux vaut tard que jamais. Mais ce fut long, je te le confirme, ce fut long, puisque même quand moi j'ai commencé à prendre la parole il y a quand même quelques années maintenant, c'était complètement balayé du revers de l'indifférence. Je l'ai même vécu quand j'en ai parlé dans l'émission Touche pas à mon poste et que j'ai fait cette sorte de outing. De sortie, j'ai bien vu que tout le monde s'en moquait sur le plateau. Hein. Ça n'a pas été le cas après, puisque c'est pour ça que j'en ai fait un bouquin et tout. Mais j'ai bien vu que ça n'intéressait personne. Et puis, tu sais, alors ça, c'est valable pour tout le monde. Même pas les femmes du plateau qui étaient sur le plateau. Mais tu sais, après, ça, c'est valable pour tout le monde. Ça, c'est humain. Ouais. La maladie, n'importe quelle maladie chronique, on n'a pas tellement envie d'en parler. C'est-à-dire qu'on a du mal à s'étendre, en fait. Vraiment, oui, la maladie, le médical... c'est toujours un peu gênant, quoi. Et c'est aussi enrobé d'une certaine forme de pudeur. Et tu parlais du tabou, justement, des règles. Il y a l'Espagne, en 2023, a instauré un congé menstruel. Donc, c'est pas mal. Ils sont assez en avance, l'Espagne, par rapport à nous. Globalement, pourquoi nous, on n'y va pas, tu vois, là-dessus ? Pourquoi est-ce qu'encore la publicité, les règles sont bleues et pas rouges ? Pourquoi on est, tu vois, dans ce truc-là ? Pourquoi les règles sont tabous ? Ça, c'est ancestral, parce que ça correspond à l'impureté, ça correspond... il faudrait en débattre pendant très longtemps. C'est historique, ça, on le sait. On peut se plonger un peu dans les livres d'histoire pour ça, le sang menstruel, etc.,
quelque chose de tabou et qui fait que la femme est impure, etc. Bon, ok. Et il y a encore je dirais les résidus un peu de cette histoire qui continuent à nous tâcher, c'est le cas de le dire. Après, pour les congés menstruels, moi, je suis hyper fière parce que j'en avais parlé au maire de ma ville, de Saint-Ouen. Et donc, oui, c'est lui. J'ai vu que ça a été. Et donc, Karim Bouamran a été le premier c'était génial. à mettre en place les congés menstruels en France. Donc, d'autres villes se sont joints à nous pour les mettre en place. Et là, Karim, justement, et nous, voilà, nous sommes tout un groupe. Et c'est un homme. Et ça, c'est chouette. Un homme, c'est un allié. Et là, on est en train de travailler sur le fait, surtout Karim et ses équipes, le fait d'en faire une loi. Une loi qui concernerait que les entreprises ou qui pourrait concerner potentiellement les collèges, les lycées pour les ados. Tout le monde. Qui ait des congés menstruels pour toutes. C'est génial. Voilà. Et en plus, parce qu'il faut savoir que, comme je vous l'ai expliqué, quand on a une crise d'endométriose, les douleurs sont inimaginables. Il ne s'agirait pas qu'en plus on perde des sous. Je trouve que ce serait double peine, quoi. Donc, au moins qu'on puisse poser des congés, ça serait pas mal. Est-ce que tu veux bien qu'on accepte, est-ce que tu accepterais de rentrer, toi, dans ton intimité? Est-ce que ça te va si je te pose la question? Tu peux. Est-ce que tu peux me raconter comment est-ce que tu as découvert, toi, quel a été ton cheminement et ton combat pour découvrir et diagnostiquer cette maladie? Alors, en gros, moi, tout allait bien jusqu'à mes 30 ans. Pas de règles douloureuses, rien. Ah ouais. Tout allait bien, meilleur des vies et tout. Et puis, j'ai commencé à faire une fausse couche, puis une deuxième. Voilà, et j'ai vu que mes règles changeaient. Elles étaient beaucoup plus hémorragiques qu'avant. Alors, au début, j'ai mis ça sur le compte des fausses couches. Et donc, ça peut être un symptôme, les fausses couches? Ça peut être, oui, ça peut déclencher. Si, effectivement, tout n'a pas été évacué, par exemple, ça peut provoquer des règles hémorragiques. Okay. En l'occurrence, j'ai été faire des échographies de contrôle. Ce n'était pas le cas. Tout avait été bien évacué. Donc, je me suis posé la question. Heureusement, j'ai envie de dire, dans mon malheur, ma maman avait aussi de l'endométriose. Donc, c'est elle qui a commencé à me souffler. C'est génétique ou pas? Non, ça ne l'est pas. D'accord. Mais pour le coup, ma mère en avait. Enfin, je te dis non, on n'en sait rien. Mais apparemment, du peu qu'on connaît, ça ne le serait pas. D'accord. Sinon, ça aurait été bien trop facile. Et donc, du coup, elle me souffle cette maladie à l'oreille. Ok, je vais voir 1, 2, 3... plusieurs gynécos, je parle d'errance médicale, c'est ça. Comme la majorité des patients. Combien de temps, toi, ça? 5 ans, je crois. Et au bout d'un moment, j'ai fini par rencontrer le bon gynéco qui a posé enfin le diagnostic et qui a mis un mot sur ce que je commençais à ressentir, à savoir des douleurs de pire en pire quand j'avais mes règles. Mais vraiment, c'est invalidant, c'est une maladie invalidante à ne pas pouvoir bouger de son lit pendant 3 jours. Et ces règles hémorragiques qui sont extrêmement... impressionnante. C'est-à-dire qu'en fait, quand je parle il faut bien se dire que des règles hémorragiques, ça veut dire que c'est comme un robinet qui est toujours ouvert. C'est-à-dire que c'est un flux en continu. Quand on a ces règles, vous le voyez, si vous mettez, et il ne faut pas le faire, mais des tampons ou des serviettes, à un moment, vous saignez pas toute la journée, 24 heures sur 24. Nous, c'est le cas. C'est pas vrai. Donc, fait que ça déclenche du coup des carences en fer, de l'anémie, etc. Donc, moi, c'était tout le temps. Je me suis dit, c'est pas possible, je suis en train de mourir. En plus, c'est très impressionnant de voir du sang qui coule dans ton corps comme ça. Tu fais quoi dans ces cas-là? Tu vas à l'hôpital ou la première fois que ça t'arrive? Moi, la première fois, non. Alors, déjà, en plus, comme on est assez taiseuse et gênée, je disais rien. Alors, je changeais le tampon, mais toutes les demi-heures. Enfin, alors, j'en parlais à ma mère, c'est la seule personne. Heureusement, j'ai trouvé une oreille, mais parfois, c'est pas toujours le cas. C'est très gênant, quoi. Même d'en parler à ses copines. Moi, j'encourage d'ailleurs à en parler. Une paire d'oreilles suffit déjà. Libérer la parole autour de ça. Mais en tout cas, voilà. Donc, j'ai fini par savoir ce que c'était. Et là, alors c'est un autre processus qui s'enclenche puisque c'est une maladie dont on ne guérit pas. Il n'y a toujours pas de solution. Donc, on vous donne des petits tips pour le moment pour essayer de vivre avec. Donc, ça peut être la pilule en continu, par exemple, puisque ça coupe les règles. Donc, ça peut être un soulagement. Mais la pilule en continu, ça peut aussi rendre dingue. Il y a d'autres effets secondaires. Ça peut être des traitements préménopause un peu spécifiques. Vous allez à l'hôpital, vous avez des injections. Ça se fait plus trop. Mais moi, je faisais partie de cette génération-là. Et puis, il y a la chirurgie. On vous opère. Entre guillemets, si j'essaye de caricaturer, on brûle un peu ces fameuses petites choses en glu dont je vous ai parlé. On brûle les adhérences. Mais ça peut revenir. On ne sait rien de cette maladie. C'est pour ça qu'il faut des sous pour la recherche, puisqu'on ne sait rien. Ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Donc, vraiment, c'est assez fou. Et il y a ce qu'on appelle aussi l'endométriose dormante. Ton endométriose, elle peut faire dodo, pendant quelques mois, quelques années. Toi, elle a fait dodo jusqu'à 30 ans. Alors, est-ce qu'elle était là? On ne sait pas. Est-ce qu'elle était là, qu'elle faisait dodo? Peut-être. Là, par exemple, en ce moment, la mienne, elle fait un peu dodo. Ok. Tu sais pourquoi ou pas? Non, j'en sais rien. T'as rien changé à ton rythme de vie? Alors si, j'ai fait des efforts, parce que maintenant, moi, j'arrête toute forme de chimie. Donc j'essaye d'avoir une autre alimentation. Donc là, elle fait dodo.
Mais là, je sens, par exemple, parce que je connais mon corps. Ah oui, c'est tu le une maîtrises. vieille dame. Enfin, vieille dame, mais je sens, ça repicote. Donc, je me dis, tiens, elle va revenir. Elle m'a foutu la paix 2 mois, quoi. D'accord. Mais ça peut... Donc, c'est fou. Encore une fois, voilà, il y a pas... chaque cas est unique. C'est hyper touchant de t'entendre parler comme ça parce que tu sembles hyper forte alors que tu as c'est une maladie. Alors, non mais oui. Moi, là, je suis en face de toi, Camille, ça va. Mais moi, si on creuse un peu, je peux fondre en larmes. C'est une maladie, par contre. Là, j'essaie d'être un peu positive et de parler factuellement. Moi, c'est une maladie qui m'a enlevé toute ma joie. C'est une maladie que, tu vois, et si j'en parle trop, après, à chaque fois, je pleure. Qui m'a enlevé ma faculté à avoir des enfants. C'est une maladie chronique. Je suis fatiguée tous les jours. Ça m'a enlevé des petits amis. C'est une maladie qu'on vit en plus quand on est en couple, par exemple, à 3. C'est une maladie qui prend beaucoup de place. Quand j'ai des crises, j'ai vraiment l'impression que je vais crever, quoi. C'est une maladie qui peut aussi enlever toute forme de sociabilisation parce qu'on n'a pas envie de sortir, parce qu'on a peur que ça nous tombe dessus, tu vois. Donc, on préfère... Ça peut tomber dessus à n'importe quel moment et on se dit, oh là là, je vais encore avoir du sang partout ou juste avoir mal et tout. Donc, c'est une maladie, vivre avec, c'est ça aussi qu'on ne dit pas assez. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde connaît l'endométriose, mais vivre avec l'endométriose, c'est une saloperie. Moi, ça a gâché ma vie. Ça m'a enlevé vraiment beaucoup de choses. Et en fait, je me bats, et j'en parle beaucoup, parce que je voudrais déjà qu'on trouve une solution, parce que je me refuse à penser que les jeunes puissent avoir la vie que moi j'ai eue, avoir les mêmes empêchements que j'ai eus. Ça m'a rendue tout de suite très sérieuse. Par contre, c'est marrant parce que quand on rentre dans le militantisme, quelle que soit la cause, j'ai découvert aussi qu'en fait, ça rejoignait beaucoup d'autres causes, quoi. Tu en parlais, ne serait-ce que le féminisme, en fait, puisqu'on se rend compte que les femmes qui souffrent d'endométriose, on est un peu à part, on a été extrêmement, vraiment plongées dans une certaine indifférence. Donc, et on sent ce qu'on appelle la convergence des luttes, c'est-à-dire qu'on sent vraiment... on est une femme, on est invisibilisé, peu importe pourquoi, mais ça rapproche. Mais oui, il y a une vraie sororité, je trouve, dans les endo-girls, qu'on appelle les endo-girls. Parce que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'on vit. Moi, quand je croise une jeune fille qui a de l'endométriose, déjà, on se serre dans les bras et moi, je suis très émue. J'ai souvent les larmes qui me viennent. Parce que d'un coup, je me plonge dans sa souffrance et je sais, et on se sait entre nous. Mais c'est... Tu ne peux pas savoir ce que ça m'a... Tu vois, voilà. Je suis désolée, mais tu vois, mais c'est normal. Ce que ça m'a enlevé, quoi. De légèreté. Et puis, c'est pas facile aussi pour moi d'en parler aussi souvent, tu vois. Ça se replonge dans... J'ai fait plein de fausses couches à cause de ça, parce que ça, évidemment, comme c'est une cause d'infertilité. Donc, vraiment, ça... Moi, je pensais pas, quand j'étais petite, je pensais pas qu'on allait me dire, un jour, tu seras grande et tu perdras... tous les bébés que tu as voulu avoir et que 20 jours par mois, tu auras mal, c'est quand même... c'est pas facile, quoi, tu vois, c'est pas une vie légère, quoi. Donc, bon, voilà. La douleur, c'est une émotion. C'est-à-dire que la douleur, ça joue sur... quand on a mal, on va pas bien. C'est-à-dire que j'imagine qu'il y a une émotivité qui est augmentée par ces douleurs chroniques. Est-ce que tu aurais des petits tips tout simples, tu vois, à donner à ces jeunes femmes pour juste aller mieux, mais tu vois, juste pour quelques heures, quelques jours, tu vois, juste voilà, ça marchera pas forcément tous les mois, ça marchera peut-être. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner? Alors moi, ce qui m'a pas mal sauvée, c'est la musique, la musicothérapie. Genre, j'ai été voir un musicothérapeute. C'est-à-dire qu'en fait, je savais même pas que ça existait. Ouais. C'est pas mal, c'est très cher. Alors, c'est problème, je fais une petite parenthèse, mais c'est médecine parallèle, je pense à l'ostéo aussi. L'ostéo, c'est hyper important quand tu as de l'endométriose. Quand tu as des crises d'endométriose, ton bide, il gonfle. Comme si tu étais enceinte. En plus, psychologiquement, ce que ça te passe. Donc, du coup, tu as ton bide tout gonflé, ça s'appelle le ventre hormonal. Et donc, l'ostéo, il te décolle tes adhérences, tu vois, dont je parlais, les petites glues. Il te les décolle. Donc, du coup, et hop, ton bide redevient à peu près normal. Donc, ça, c'est pareil, c'est pas remboursé. Le musicothérapeute, c'est pas remboursé. Donc, moi, j'ai été voir un monsieur qui m'a appris quand j'ai des crises, à caler ma respiration sur une certaine forme de musique. Ah, t'es dingue! Et toi, d'ailleurs, t'es une grande mélomane. Ouais. Ça doit t'aider aussi. C'est pas mal. Tu vois, ça collait aussi à ça. Et donc, du coup, il y a certaines musiques, je sais que quand j'ai une playlist un peu particulière et tout, ma playlist genre endo, tu vois, et quand je la mets, tu vois, je respire, voilà, sur du Crosby, Stills Nash, sur du rap, sur du jazz. Enfin, j'ai des morceaux assez drôles. Alors, attention, je dis pas que ça me guérit, mais ça me calme. Tu vois. Comment on fait pour trouver un gynéco, justement, qui est spécialisé dans la métriose? Alors,
Il y en a de plus en plus, j'imagine. Mais... Vous adressez aux associations de patients. Ah, très bien. Ces associations, on va les mettre en commentaire d'ailleurs. Par exemple, Endo-France, alors là, je vais vous dire, elles sont partout en France. Ok, très bien. Elles sont absolument incroyables. Elles vous orienteront vers les gynécos dans votre région. Voilà, les centres de santé, les bons hôpitaux. Ça, on a la chance vraiment d'avoir un maillage associatif en France qui est phénoménal pour tout. Mais alors, pour l'endométriose, moi, ça m'a sauvé la vie. Et si vous voulez des infos, il y a aussi Info Endométriose. Vous allez sur leur site, il y a plein d'infos. C'est chouette. Très, très bien fait. Donc vraiment, on a beaucoup de chance. Ne vous privez pas de ça. D'accord. Et ce sera ma dernière question. Après les tips, je voudrais savoir si tu as des petits conseils de lecture, de films, de séries, tu vois, de podcasts qui auraient traité de l'endométriose, que tu pourrais conseiller. De livres, il y a le mien, bien sûr. C'est vrai. Non, mais il y en a plein, mais le mien est pas mal. Voilà. T'as raison, évidemment. On le verrit, j'en sais rien. Sex and the City, qui fait du bien. Voilà. Et puis alors, attends, parce que le livre que tu m'as donné, ça m'a l'air pas mal, ça. Parce que pour le coup, comme tu dis, c'est un roman graphique qui vient de sortir, bien sûr. Et tu es tellement chérie, ma chérie. Et ça m'a l'air pas mal du tout. Ouais. Une enquête sans tabou sur l'endométriose et la santé des femmes. Nathalie André. Tu me diras ce que tu en penses. Je te l'offre et puis ma douce. Tu pourras le lire. Tu dois être abreuvé de beaucoup de lectures. Il n'y en a jamais assez. Moi, je voudrais juste conclure parce que merci déjà. Merci à toi d'en parler, parce que plus on en parle, plus on avance. Ouais. Et moi, ça me réjouit énormément, ça. Parce que il y a 7 ans, personne ne m'invitait pour en parler, tout le monde s'en foutait. Et moi, ça m'émeut, tu ne peux pas savoir, de voir que vraiment, tout le monde s'empare de ce sujet, les femmes comme les hommes. Et je me dis qu'on a fait un sacré bon chemin et que le meilleur est devant nous. Mais bravo à toi, surtout parce que c'est vrai qu'il y a un truc très positif que tu dégages, qui est éminemment sympathique et surtout qui est encourageant. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, on peut quand même vivre avec... On va y arriver, quoi. Moi, j'y crois vachement. Et le combat et l'engagement que tu mènes est très important et c'est nous qui te remercions d'informer. C'est vrai. C'est nous qui te remercions. On s'aime bien. D'ailleurs, je vais te faire à quelle heure? Sois moi, fille. Chérie. Putain, je peux chialer encore. Mais non.